Alors, comme démocratie signifie, paraît-il, gouvernement par le peuple pour le peuple, plutocratie signifie gouvernement par les riches pour les riches. Apparemment, nous y sommes. Alors, on pourrait m'objecter, à bon droit, que ceci n'a rien d'une nouvelle, et qu'en réalité, nous y sommes depuis belle lurette, et ce serait vrai. Mais ce qui est vrai également, et c'est certainement un caractère important de notre situation présente, c'est que cette fois-ci, la plutocratie a jeté le masque pour de bon. Fini le temps des enrobages. Elle se montre telle qu'elle est, sans phare et pressée pour aboutir. C'est que jusqu'ici, il fallait 30 ans au capital pour se fabriquer ces faux-nés. 30 ans, par exemple, pour faire un Hollande, pour lui faire tout son parcours. 30 ans de marché, de cul des vaches, de conseil général, de premier secrétaire du Parti Socialiste, c'est une éternité. Le capitalisme ultime n'a plus cette patience. Donc il se prend un banquier d'affaires Hubert, lui met à disposition le CAC 40 et sa presse pour le pousser au train, et il se donne directement la présidence et le ministère du Travail, avec peut-être l'espoir secret de finir par transformer la quasi-totalité de l'appareil d'État en un unique et gigantesque ministère du capital. Ici, prêtez l'attention à l'analyse d'un analyste. Alors attention, il s'agit de Gérard Collomb. Je cite. Peut-être que les Français s'interrogent parce qu'ils voient des mesures parcellaires sans comprendre le lien entre les unes et les autres. Bon, rassurons vite Gérard. Ils n'ont pas à prendre le risque inconsidéré d'une méningite. Alors, toutes les connexions nous apparaissent avec une évidence inédite. Et même, s'il faut être plus clair, disons carrément à Gérard que c'est le propre de l'époque précisément. Tout se voit comme une mouche à merde au milieu d'une tasse de lait. Donc tout se voit, la cohérence d'ensemble et le menu détail. Alors ce qui se voit déjà, par exemple, c'est tout ce que les ordonnances ne vont pas produire, et puis aussi tout ce qu'elles vont produire. En ce qu'elles ne vont pas produire, on l'a dit, c'est évidemment la moindre baisse du chômage, qui, s'il s'en trouve une, devra tout à d'autres facteurs. Le plus extraordinaire, c'est que même les soutiens les plus enragés des ordonnances le savent, et ont même commencé à demi-mot à le reconnaître. Alors à moins qu'il s'agisse d'une stratégie très sophistiquée pour acclimater l'idée qu'en réalité il faudra aller beaucoup plus loin. En tout cas, ça n'arrête pas le battage pour autant. Ça l'oblige à quelques déplacements, mais toujours dans l'harmonique du faux. Car tout est faux dans cette affaire. À commencer bien sûr par l'argumentation économique. Mais plus encore, les pathétiques manœuvres de légitimation politique. Dans un parfait accord des esprits qui rend tout à fait inutile l'hypothèse du service commandé, l'éditorialiste du Monde claironne, je cite, que le président de la République n'a pris personne en traître, qu'il avait, je cite encore, annoncé cette réforme durant sa campagne, et qu'il a par conséquent, je cite enfin, toute légitimité pour la mener à bien. Eh bien, quand la rationalité économique s'est absentée, la feuille de vigne du formalisme constitutionnel est tout ce qui reste pour défendre l'indéfendable. Au prix cependant d'occulter les conditions réelles d'une élection en forme de hold-up démocratique. Hold-up non seulement par la présence spectrale des puissances d'argent qui n'ont pas cessé de s'y activer, mais hold-up également par l'étroitesse objective du soutien politique du président Macron. En pourcentage des inscrits, et compte tenu du taux de vote utile déclaré par les sondés à la sortie des bureaux électoraux, la base politique réelle de Macron, mesurée par son score de premier tour, c'est 11%. Alors je demande, dans quelle sorte de démocratie une base de 11% peut-elle légitimer de quelque manière une politique dont nous savons déjà maintenant quel est l'objet d'une désapprobation majoritaire? Et je suggère, ne s'agirait-il pas plutôt d'une certaine sorte de plutocratie, précisément? Alors pour contourner cette pénible question, il n'y a plus clair que le recours à la grande pensée historique ou à la philosophie morale. Dans le premier registre, Éric Le Boucher, de Slate, croit pouvoir affirmer sans rire que la destruction du Code du travail est en fait un combat, je cite, contre la France de Pétain. Donc c'est un acte de résistance en quelque sorte. Dans le second registre, Macron lui-même livre le fond de sa pensée, son obsession motrice. Ce qui le tient éveillé la nuit, Macron, c'est l'idée qu'on en finisse avec ce scandale que dans le lamentable état actuel des choses, c'est-à-dire avec un code du travail, ce scandale que, je cite Macron, le grand sacrifié, c'est le jeune, le peu qualifié, l'immigré,
ou le descendant d'immigrés. On ne le sait pas assez, c'est pour eux qu'il fait tout ça. Donc disons les choses plus entièrement à sa place. Détruire le code du travail, c'est un devoir de la cause du prolétariat. Voilà. Alors c'est à ce point de renversement des choses par les mots, et pour tout dire à ce point d'écœurement, qu'on mesure le degré atteint par le discours néolibéral dans l'ordre de la falsification intégrale du monde. Malheureusement, ou heureusement peut-être, vient toujours un moment où les entreprises de falsification en mots ont à recroiser la réalité en dur. Or, si nous savons déjà ce que les ordonnances ne vont pas produire, nous savons aussi ce qu'elles vont produire. Pour s'en faire une vive représentation, il suffit de lire l'article, en fait extraordinaire, d'Olivier Cyran, dans le dernier numéro du Monde diplomatique. Car l'expérimentation en vraie grandeur a déjà eu lieu dans un laboratoire à ciel ouvert qui s'appelle l'Allemagne. Il faut lire cet article dont vous n'entendrez jamais parler dans aucune reprise, aucune revue de presse, nulle part. Il faut le lire non pas même pour comprendre, mais à la limite simplement pour voir. Évidemment à la condition d'avoir des yeux et d'être enclin à les ouvrir de temps en temps. Et il faut aussi le lire pour sa stupéfiante colonne de citations, qui, signe tout de même d'une époque où plus aucune contention n'est trouvée utile, dit tout de ce cloaque qui tient lieu de pensée aux dominants économiques, politiques et médiatiques. Alors je vais citer, et c'est un peu plus raide que du Gérard Collomb cette fois. Seul celui qui travaille doit pouvoir manger. C'est le président du SPD en 2006. La misère, ce n'est pas la pauvreté du porte-monnaie, mais la pauvreté de l'esprit. Les classes inférieures ne manquent pas d'argent, elles manquent de culture. Éditorialiste de Stern, 2004. Un chercheur m'affirme 132 € par mois, c'est suffisant pour vivre. Titre de Bild, 2008. Et comme toujours, la vérité sur les institutions sort de la bouche des institutions. C'est ainsi qu'un employé d'un job center de Berlin déclare ceci, sans qu'on sache d'ailleurs s'il est en proie à la dernière lucidité, ou bien en comble de l'abomination incorporée. Je le cite. « Nous fournissons aux employeurs un matériel humain bon marché. » Alors nous possédons maintenant tous les éléments pour juger une société qui transforme les hommes en matériel humain. Mais n'est-ce pas là jamais que le capitalisme, tel qu'en lui-même l'éternité le laisse? Et le fait est, il ne vous aura pas échappé qu'offertes à une lecture à l'aveugle, toutes ces citations pourraient être situées par erreur, et en fait sans erreur, dans les années 30, sans même d'ailleurs, entre le 20e et le 19e, qu'on puisse dire de quel siècle il s'agit vraiment. On imagine sans peine les invraisemblables quantités de badigeons qui sont requises pour rebaptiser modernité toutes ces misérables régressions. Dieu soit loué, il y a dans tout pays capitaliste une sérieuse industrie du ravalement. On l'appelle les médias. Bien sûr, les badigeonneurs sont un peu à l'appel par les temps qui courent. C'est que le matériel humain commence à renacler à sa condition de consommable et se demande même s'il ne va pas redevenir humain tout court, quitte à s'équiper de matériel. Et puis, coïncidence malicieuse, il y a aussi ce chiffre malencontreux qui traîne dans le paysage. 17. Bon, la politique n'est pas affaire de superstition numérologique ou de simple transposition par la pensée magique des nombres. Cependant, 17 n'est plus seulement le nom d'une époque et d'un lieu précis, mais celui d'une idée tout à fait générale. Une idée qui revient immanquablement dans toute société en proie à l'abus plutocratique, généralisé, ouvert, triomphant, tyrannique en fait. Alors évidemment, sauf à verser dans le ridicule le plus complet, il ne viendrait à l'esprit de personne qu'il s'agirait juste de singer l'histoire pour recommencer à l'identique. Et cependant, un jour que je voudrais prochain, il faudra bien recommencer quelque chose. Merci.